Donc j'espère que ce sera interactif, dit-elle. Je veux commencer cette classe que j'ai finalement décidé d'intituler «Le monde a besoin de plus de population. La science anthropique» de Vernadsky et de Lyndon LaRouche. Le monde a besoin de plus de gens. Je pense que c'est la question la plus importante à laquelle nous sommes confrontés et à laquelle vous, en particulier, en tant que jeunes, êtes confrontés en ce moment historique incroyable. Donc un moment incroyable où l'ancien ordre mondial impérial s'effondre et où non sans danger d'ailleurs, et où un nouveau système, un nouveau mouvement croissant de nations travaillent ensemble pour élaborer un nouveau système de gouvernance mondiale, un ordre mondial post-colonial et post-unipolaire. Donc la question vraiment, c'est que signifie être humain? Que sommes-nous en tant qu'espèce? Quel est notre rôle en tant qu'espèce humaine sur la planète, dans la biosphère, dans l'univers en général? Quel rôle sommes-nous supposés jouer dans l'ordre universel? Et j'en suis convaincu, c'est une question que nous devons absolument aborder d'emblée, discuter, débattre et utiliser pour orienter les politiques que nous mettrons en place si nous voulons réussir à élaborer un système qui, nous en sommes sûrs, conduira à une renaissance du progrès et du développement humain. Il existe de nombreuses pistes pour répondre à cette question. Il est clair que ce nouveau système doit pouvoir faire vivre une population de plus en plus grande pour les générations futures. Donc, vous pouvez venir de de différents horizons pour discuter de cela. Vous pouvez voir du point de vue religieux, et il y a beaucoup de pensées importantes dans le domaine des religions sur ce que veut dire être humain. Vous pouvez y répondre de manière philosophique et de beaucoup de penseurs importants, mais il y en a aussi des non importants d'ailleurs, qui ont répondu à cela. Mais, mais qu'en est-il de la science? Qu'en est-il d'une approche scientifique? Pouvons-nous démontrer scientifiquement ce que signifie être humain? Quels sont nos devoirs en tant qu'être humain dans cet univers? Il y a deux grands génies très importants du XXe siècle et l'un d'eux également du début du XXIe siècle qui ont travaillé là-dessus, très important sur ce domaine. L'un d'entre eux, c'est Lyndon LaRouche, qui c'est un économiste, homme d'État américain. Il était également l'époux d'Helga Zepp-LaRouche, la fondatrice de l'Institut Schiller. L'autre, c'est Vladimir Vernadsky, qui était un biogéochimiste russo-ukrainien qui a développé le principe de la biosphère et le principe de l'ordre supérieur de la noosphère, qui est donc le domaine de la pensée, la noosphère. Nous allons commencer par Vernadsky, puis passer à Larouche. Et j'espère que vous verrez comment ces deux grands génies ont posé pour nous les bases scientifiques et véritablement révolutionnaires de l'élaboration des politiques dans le nouveau paradigme. Donc, commençons par cette question de Vernadsky. Donc, elle va montrer une diapositive. On voit Vernadsky ici et une citation. Donc, il a dit: «Voici une nouvelle énigme qui se pose à nous. La pensée n'est pas une forme d'énergie. Comment alors peut-elle modifier les processus matériels? La pensée humaine ne peut pas être vue, elle est invisible, elle est impalpable, elle n'a pas de masse, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'endroit, elle n'a pas de localisation fixe. Et pourtant, elle est la force géologique la plus puissante de notre planète. Je vais donc en rester là pour ce résumé. Je vais non, laisser cette idée mûrir, en fait, un peu en vous, et on y reviendra après. Vernadsky, dont nous avons vu la citation sur cette diapositive, il a vécu
à une époque très tumultueuse. Il est né en 1863 dans la Russie tsariste et il est mort en 1945 en Union soviétique. Il a traversé la révolution russe et les deux guerres mondiales. Son père était un économiste qui a introduit le travail qui a introduit en Russie les travaux de l'économiste américain Henri Carré. Il était partisan du système économique américain. Sa mère était une intellectuelle, mais elle mourut alors qu'il était encore très jeune. Sa belle-mère était pianiste et la musique était omniprésente dans la maison. Donc, Vernadsky était loin d'être un scientifique coupé du monde. Certes, il considérait la science comme le domaine où il pouvait apporter la plus grande contribution à l'humanité. Cependant, il était profondément marqué par les bouleversements politiques de son époque, dont beaucoup étaient majeurs, et s'engageait intensément en politique. Il aspirait à une forme de gouvernement meilleure et plus juste. Dès sa jeunesse, où avec d'autres étudiants, il s'était insurgé contre l'oppression du système tsariste qui bafouait la liberté de penser. Et il cherchait des moyens d'améliorer concrètement le bien-être du citoyen russe, notamment en cartographiant les ressources minières du pays dans l'espoir d'accroître les capacités économiques matérielles de la Russie et par conséquent de sa population. Vernadsky était absolument convaincu que le progrès humain, qui avait pris une toute nouvelle dimension de son vivant, était une puissante manifestation du processus d'évolution plus vaste, ascendant et naturel de notre planète dans son ensemble. Dans ses recherches sur la vie, Vernadsky adopta la démarche d'un géologue, posant la question essentielle non pas qu'est-ce que la vie, question qui avait fait l'objet de débats des fois passionnés et quelque peu vains pendant longtemps, mais il a posé une question différente. Que fait la vie? Non pas qu'est-ce que la vie, il a posé, mais que fait la vie? Quel a été l'effet de la matière vivante, considérée dans son ensemble, sur le développement géologique de la Terre? Donc, si l'on considère l'activité de la vie depuis son apparition, et d'ailleurs, à notre connaissance, la vie est présente sur Terre depuis les origines. On, on constate que l'activité première de la matière vivante a été de modifier son environnement. Nous avons pu observer cela. Comment y parvient-elle? Comment parvient-elle à changer son environnement? Elle le fait par un processus que Vernadsky a nommé la migration biogénique des atomes. La migration biogénique des atomes, qui est causée par la vie. La migration des atomes par tous les mouvements de la vie. Prenons un petit exemple de cela. Prenez le corps humain. Nous avons tous un corps humain. Combien d'atomes sont dans votre corps? Combien d'atomes font votre corps? Je ne pense pas que vous forcément le sachiez. Je ne m'y attends pas forcément. Mais les estimations, c'est qu'en moyenne, on a 7 quadrilliards d'atomes. Autrement dit, 7 fois 10 puissance 27, ou on pourrait dire aussi 7 milliards de milliards d'atomes. Combien d'atomes présents dans votre corps aujourd'hui étaient-ils là il y a un an? Seulement 2% environ. Donc, en fait, seulement 2% de ce que vous pensez être vous-même en tant que votre corps, seulement 2% reste au bout d'un an. Donc 98% de ce qui constitue votre corps aujourd'hui n'existait pas il y a un an. Si l'on se projette 7 à 10 ans plus tard, la quasi-totalité des atomes de votre corps aura été remplacée. Le corps humain, comme celui de tous les organismes vivants, est en perpétuel mouvement. Il absorbe constamment des atomes de son environnement, puis les rejette tôt ou tard dans ce même environnement par le biais de la respiration et du métabolisme. Donc il le rejette dans l'environnement
tôt ou tard. Et tant que l'organisme est en vie, c'est un processus incessant qui se poursuit jusqu'à la fin de la vie. Et c'est la migration biogénique des atomes, donc. Et ce qui est fascinant, c'est que Vernadsky, donc, il y a un scientifique aussi, Cuvier, qui, qui a comparé également l'organisme à le whirlpool, en anglais, a une structure. Elle a toujours l'eau qui passe en elle. La chose fascinante qui a lieu, c'est que à l'intérieur de l'organisme vivant, des choses arrivent aux matériaux qui n'arrivent pas à l'extérieur des êtres vivants. Donc les choses vivantes prennent des choses de l'environnement extérieur et les changent. Ils créent des whirlpools, donc c'est un tourbillon. C'est comme un tourbillon de la vie, donc où on prend les molécules qui sont à l'extérieur, dans le monde du non-vivant, et à travers ce tourbillon de la vie, eh bien, sont créés des nouveaux éléments qui n'existaient pas avant que la vie les ait créés. Par exemple, à l'époque de l'explosion cambrienne, il y a très très longtemps, c'était donc il y a eu la création des squelettes. Tout ce qui est dans le squelette, en fait, est créé par des choses qui ont été créées par la vie qui n'existaient pas auparavant. La vie crée et combine les matériaux qu'elle absorbe pour former de nouveaux types de minéraux, de nouvelles concentrations de matériaux comme le calcium, à mesure que les organismes développent de nouvelles technologies comme des coquilles dures, des squelettes et des dents. Donc là, c'est du fer. Ces dépôts de fer sont utilisés par l'humanité. Ça a été créé il y a plusieurs milliards d'années. Ça a été créé par des bactéries. Donc ça s'est produit il y a un peu plus de 2 milliards d'années lorsque la vie sur Terre a développé une technologie appelée donc la photosynthèse. Cette technologie lui a conféré la capacité de capter l'énergie cosmique, l'énergie solaire, et de la transformer en énergie chimique à la surface de la Terre. Au cours de ce processus, un micro-organisme appelé cyanobactérie a commencé à absorber le CO2 et à rejeter d'énormes quantités d'oxygène dans l'environnement. Quel en fut l'effet? L'oxygène libre, toxique pour la plupart des formes de vie sur Terre, a provoqué une extinction massive où environ 99% de la vie sur Terre a disparu. Mais le plus intéressant est ce qui a émergé. Les organismes capables de métaboliser l'oxygène ont survécu et sont devenus les espèces dominantes. L'énergie libre disponible pour les processus métabiologiques de la matière vivante a ainsi explosé. C'est dans ce contexte que la technologie que nous appelons mitochondrie, puis la vie multicellulaire a été rendue possible. Un état énergétique supérieur a émergé. Donc, l'oxygène qui était toxique pour la plupart de la vie sur la Terre a permis pourtant par la suite de faire énormément de choses. Cet oxygène qui est un produit de la vie dont nous pouvons tous nous réjouir aujourd'hui. Et donc ça s'est produit il y a cela un peu plus de 2 milliards d'années, lorsque la vie sur Terre a développé cette technologie, la photosynthèse. Donc,
Et donc les organismes qui ont pu métaboliser l'oxygène ont créé une situation où une énergie libre a été créée. Cela a amené au développement des mitochondries et de la vie multicellulaire, un état plus élevé de la vie. La matière vivante modifie profondément son environnement. C'est un fait qui remet en question l'idée très très largement répandue, du moins en Occident, selon laquelle la nature serait en équilibre fragile, un bon équilibre qui est une bonne chose, et un équilibre que l'homme ne ferait que perturber, et cela est mauvais de le perturber. En réalité, l'équilibre ou la stase de la nature n'existe pas, comme le dit Vernadsky. C'est là une découverte majeure de Vernadsky. La biosphère a toujours avancé de l'avant, s'est toujours réorganisée, a changé son environnement, a toujours développé des nouvelles technologies et transformé le non-vivant et pris plus de place sur le non-vivant. L'autre idée de Vernadsky, qui est cruciale pour nous ici, c'est celle de l'évolution. Vernadsky a démontré que l'évolution n'est pas poussée par des événements au hasard, par des mutations au hasard. Au contraire, il dit l'évolution est toujours allée dans une direction euh, euh, raisonnable, amenant toujours des nouveaux niveaux d'espèces qui peut produire toujours des nouveaux niveaux de changement, des nouveaux niveaux de migration biogénique des atomes et un plus grand débit énergétique pour une plus grande capacité à remodeler la Terre qu'auparavant. Voyons ce que Vernadsky en dit. Nous allons voir donc la citation. Donc il dit, prises dans leur ensemble, les analyses de la paléontologie ne révèlent pas le caractère d'un bouleversement chaotique. Il parle ici de l'évolution, de la direction de l'évolution. Nous n'avons pas quelque chose de chaotique, une évolution chaotique parfois tantôt dans, ça c'est de nouveau la citation, tantôt dans une direction, tantôt dans une autre, mais au contraire, celui de phénomènes dont le développement s'effectue de manière déterminée, toujours dans la même direction, celle de l'accroissement de la conscience, de la pensée et de la création de formes qui augmentent l'action de la vie sur le milieu environnant. Donc c'est Vernadsky qui a dit ça dans L'évolution des espèces et de la matière vivante en 1926. Il forme une thèse générale sur la biosphère que l'on pourrait, qui augmente toujours le pouvoir de la vie pour changer l'environnement. Donc, il fait ainsi une thèse générale sur la biosphère, que c'est anti-anthropique, ce n'est pas chaotique, ce ne va pas du haut vers le bas. Ça va toujours, ça monte pas, ça descend, c'est pas comme un coup ça marche, un coup ça marche pas, ça va toujours vers le haut, de même dans l'ensemble. La biosphère se développe jusqu'à un certain point où elle produit des formes biologiques qui sont capables de soutenir la cognition, la pensée, la vie cognitive. Les êtres humains apparaissent sur Terre et nous sommes quelque chose de différent. Les êtres humains sont des créatures qui ne sont pas caractérisées premièrement par la migration biogénique des éléments, comme le sont toutes les autres choses vivantes. Nous,
Nos corps font la même chose, nous y sommes assujettis. Mais si vous pensez à l'impact de l'humanité par rapport à la migration des éléments à travers notre corps, ce n'est pas si impressionnant que ça. Donc, par rapport aux autres animaux, l'être humain fait quelque chose qu'aucune autre créature ne fait à une telle échelle. Et c'est ce que Vernadsky appelle la migration biogénique par la technologie. Vernadsky appelle cela, donc ce n'est pas à travers notre corps que l'on fait cette migration biogénique, enfin on le fait, mais plus grandement par la technologie. Nous réorganisons la géologie de la Terre de manière fondamentale en accédant par exemple aux gisements minéraux magnifiques qui sont là sur Terre et qui nous ont été laissés par la vie. Et toutes ces concentrations de matériaux qui sont sous la Terre, donc nous les concentrant plus fortement, nous créons de nouvelles concentrations, par exemple de fer dans les voies ferrées qui sillonnent les continents, par exemple. Donc nous transformons ainsi toute la Terre. Nous créons de nouveaux minéraux qui n'existaient pas auparavant, qui n'auraient pas pu exister avant notre intervention. De nouveaux alliages métalliques, par exemple. Nous mettons en œuvre des applications incroyables de l'énergie et de la chaleur qui n'existeraient pas sans notre intervention pour modifier ou créer ces matériaux. Nous manufacturons donc ces concentrations de matériaux qui ont des propriétés, des forces qui nous permettent de faire ce que nous faisons. Donc, les êtres humains sont là depuis seulement quelques millions d'années, mais à travers ce temps-là, quelques millions d'années, l'activité humaine est devenue au fil du temps la force dominante sur la planète. Elle a commencé à surpasser la biosphère et même à la devancer, à surpasser même la biosphère dans sa transformation elle-même qu'elle a sur la planète, sur la transformation qu'a la vie, la biosphère, sur le non-vivant. Comment faisons-nous cela? Nous ne sommes ni les plus forts, ni les plus rapides, mais nos pensées, avec nos pensées, nous créons des choses que aucune autre créature n'a fait. Donc, pour revenir à l'énigme de Vernadsky, les découvertes que nous faisons de principes scientifiques valides, ils sont immatériels. Ils n'ont pas de couleur, ils n'ont pas de masse, mais ils exercent une force matérielle puissante pour remodeler la planète. Si bien que nous avons pu passer d'une population d'environ peut-être 100 000 personnes à aujourd'hui 8,3 milliards et, et bientôt plus. Voici ce que Larouche a écrit à propos de la distinction établie par Vernadsky entre la biosphère, domaine du principe de la vie, entre la différence donc entre la biosphère et la noosphère, la sphère du pensant, le domaine englobant caractérisé par la pensée créatrice humaine, la noosphère. Donc voici ce que Larouche a écrit dans un document très important en 2005, principe qui s'appelait le principe. Donc elle va lire le texte qu'elle a sous les yeux, même si elle n'a pas à l'écran. Larouche écrit: L'homme est un organisme vivant dont l'existence fait biologiquement partie de la biosphère et dépend d'elle, dépend de la biosphère. Pourtant, là n'est pas la distinction essentielle de l'espèce humaine, ni de chaque individu membre de l'espèce humaine qui la compose. La distinction essentielle est intellectuelle, une, une qualité à l'image du créateur de l'univers, une qualité d'un ordre supérieur à tout ce que l'on peut expérimenter chez toute autre espèce vivante. Puisque, comme le souligne Vernadsky, la noosphère est en expansion par rapport à la biosphère,
la pensée par rapport à la sphère de la vie, de même que la biosphère devrait continuer de croître par rapport au domaine abiotique immédiat, au domaine abiotique immédiat de la Terre. Nous devons dire que de même que Vernadsky souligne que la matière abiotique est utilisée par les processus de la biosphère et échangée au sein du domaine abiotique, de même, les caractéristiques biotiques de l'individu humain et des individus sont utilisées conformément à ces sphères de la pensée. Larouche met une insistance très forte sur les principes de Vernadsky, qui, qui est, je ne dirais pas parallèle, mais qui est très proche du travail que lui-même a fait, que Lyndon LaRouche lui-même a fait. Donc passons maintenant aux découvertes économiques et physiques de Lyndon LaRouche. Et je vais commencer par une déclaration que Lyndon LaRouche a fait dans une conférence, à l'occasion d'une conférence en 2003. Et elle va montrer une vidéo, si ça fonctionne. Donc voilà la vidéo. L'homme est la base de l'économie. Il n'y a pas d'économie chez les animaux. L'économie reflète une caractéristique propre à l'être humain, à l'individu humain. La différence entre l'individu et la bête, ce sont ses facultés cognitives qui nous permettent de découvrir des principes physiques universels, de découvrir de nouvelles technologies ou d'appliquer celles qui en découlent. Nous les appliquons à nos problèmes. Et c'est ainsi que, grâce à nos efforts physiques, nous constatons que nous sommes capables de produire plus de richesses que ne le coûte le processus de production. C'est donc le pouvoir de l'homme de faire des découvertes et de les utiliser pour les impliquer. Donc la découverte de principes physiques universels qui accroît la valeur de la production par rapport à son coût. Essentiellement, l'économie repose sur des valeurs purement physiques qui dépendent de la capacité de l'homme à découvrir des principes physiques universels et à concevoir et à appliquer les technologies issues de ces découvertes. Cela augmente la valeur de ce qui est produit. Donc, il dit essentiellement, l'économie repose sur des valeurs purement physiques qui dépendent de la capacité de l'homme à découvrir des principes physiques universels et à concevoir et appliquer les technologies issues de ces découvertes. Voilà la véritable économie. C'est ça la véritable économie. C'était la dernière phrase donc de son intervention. Donc, la racine de l'économie, c'est l'humain. Certains d'entre vous connaissent peut-être plus ou moins Lyndon LaRouche. Nous devrions d'ailleurs avoir toute une classe sur LaRouche, même une série de classes sur l'économie de Lyndon LaRouche, mais je vais vous donner un petit sens aujourd'hui. LaRouche était un Américain. Il est né aux États-Unis en 1922. Il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale et peu après son retour de cette guerre, entre 1948 et 1952, LaRouche a fait des découvertes fondamentales qui ont pleinement établi l'économie comme une branche des sciences physiques, de la science physique, et non comme une notion simpliste d'offre et de demande, d'allocation de ressources rares, qui est la définition de base en économie qu'on a dans la plupart des universités aujourd'hui, dans les classes d'économie, ou quoi que ce soit fondé sur la mesure de valeur monétaire ou financière, sur faire de l'argent. Ça, ce n'est pas l'économie. Lyndon LaRouche a dit l'économie, c'est une science physique gouvernée par des principes physiques. LaRouche a découvert, à l'instar de Vernadsky, que contrairement à l'idée d'une limite intrinsèque à la croissance de la population humaine, c'est une idée qui émane de la même faction impériale qui a imposé les politiques des 75 dernières années.
qui les a imposées sur le monde. Donc Larouche a découvert, à l'instar de Vernadsky, au contraire de cela, il a découvert que l'activité humaine est par nature anti-anthropique. L'économie est donc la science du progrès de l'humanité dans et sur l'univers. Je voudrais lire quelque chose que Larouche a dit dans cet extrait vidéo. Il a dit: «Ces facultés cognitives grâce auxquelles nous découvrons des principes physiques universels, conservons de nouvelles technologies ou appliquons des technologies fondées sur ces principes, nous les appliquons à nos problèmes. Et c'est pourquoi nous constatons que grâce à nos efforts physiques, nous sommes capables de produire plus de richesses qu'il n'en coûte de rester dans le processus de production. Donc, nous sommes capables de produire plus que ce que cela coûte. Nous sommes capables de produire plus de richesses qu'il n'en coûte de rester dans le processus de production. Il y a plus qu'un paradoxe là-dedans, plus qu'il ne pourrait y sembler. Dans son ouvrage d'économie qu'il a intitulé Alors vous voulez tout savoir sur l'économie, qu'il a écrit en 1984. Il faudrait que tout le monde ici puisse lire. Larouche invite le lecteur à considérer l'ensemble de l'activité économique, disons, d'une nation, d'une société, comme s'il s'agissait d'une seule et même entreprise, d'une seule entreprise, quoi que ce soit qu'il fasse. Il dit d'une entreprise agro-industrielle. Il dit il faut considérer toute la nation comme si c'était donc une même entreprise agro-industrielle, une seule entité. Il dit considérons en termes physiques, pas en termes d'argent. Ça peut être difficile parfois de sortir l'argent de votre esprit, mais il faut considérer en termes physiques tous les intrants et investissements nécessaires au fonctionnement du secteur productif pour soutenir le secteur productif. Et donc il dit par exemple l'extraction, les mines, la transformation et le transport des matières premières, toutes les infrastructures, la production de machines-outils, la production de biens, les transports, donc pour sortir les biens du site de la mine. Pensez à tous les efforts physiques qui va dans les usines qui produisent des machines et des machines-outils qui produisent des biens. Pensez à toutes tout ce qui est nécessaire pour cultiver des processus et transporter de la nourriture. Donc vous avez l'idée. Considérez toutes ces choses nécessaires et ajoutez ce qui est consumé par un travailleur, par la famille d'un travailleur. Donc toutes les choses qui sont nécessaires pour faire vivre les familles des gens qui travaillent dans ces secteurs. Et dit ça, c'est l'énergie du système. C'est consomme le processus de production. Tout ce qui est ensuite produit au-delà de cette quantité, c'est l'énergie libre. Tout ce qui est produit en plus de faire vivre ceux qui produisent qui font la production. Il y a des gens qui sont trop jeunes ou trop âgés pour être dans la force de travail, les étudiants qui vont à l'université, dans les écoles, donc ils ne sont pas encore dans la force de production. Il y a aussi des catégories qui ne sont pas productives, des travailleurs qui sont non productifs, mais qui sont importants, les docteurs, les enseignants, le travail administratif, les musiciens, les artistes. Nous avons aussi des gens dans la société que Larouche dise qui sont dans la catégorie de, de ce qui est perdu, en fait, du gaspillage. Des gens qui ne sont pas employés, par exemple, qui sont au chômage, mais qui pourraient être employés. Et ceux qui sont particulièrement dans le gaspillage, dans la catégorie du gaspillage économique, c'est ceux qui dealent de la drogue, c'est les traders de Wall Street, les trafiquants de drogue, donc etc. Et tout au-delà de cela, c'est c'est du profit.
tout investissement supplémentaire à tout cela, à tout ce qui est utilisé donc pour faire vivre ces populations, et ben, c'est l'énergie libre qui peut servir ensuite à faire des nouvelles choses, à améliorer par exemple un système de train à grande vitesse, par exemple, un réseau ferroviaire à grande vitesse, traversant le pays ou le continent, ou à créer des nouvelles villes, à mettre en place un réseau de nouvelles universités scientifiques, lancer un programme spatial, etc. Ça peut faire des choses, permettre de faire des choses nouvelles. Donc elle montre une sur l'écran. C'est le diagramme célèbre de son livre d'économie. Vous voyez ici l'énergie du système. Il prend les lettres d'ailleurs de Marx, le C et le V. C'est ce qui est consumé dans le processus de production, et l'énergie du système. S, c'est le profit. Donc V et C, c'est l'énergie du système, et D, c'est ce qui est le coût. Donc, est-ce l'énergie libre? Donc, on a un paradoxe à travers ce processus dans une économie en bonne santé. C, qui est le coût de la production, tout ce qui est utilisé dans le processus de production, C va s'accroître. Et la consommation par capita, par personne, augmente dans une économie saine. Et le coût de production donc augmente. La consommation globale par habitant s'accroît. Le processus de production ainsi que le coût pour chaque individu devient plus élevé. Et pourtant, l'économie ne s'effondre pas. Donc trouvons pourquoi. Pourquoi est-ce que l'économie ne s'effondre pas pourtant? Donc Lyndon LaRouche dit « L'effet apparent du réinvestissement de l'énergie libre pour accroître l'énergie du système est d'augmenter les coûts de l'économie par habitant, ce qui pourrait sembler contraire aux résultats escomptés. Dans une économie prospère, il semble qu'un résultat net inverse se produise. Les coûts sociaux de production d'un panier de biens et de services à contenu constant diminuent. » Je vais relire cette phrase, dit-elle. Dans une économie prospère, il semble qu'un résultat net inverse se produise. Les coûts sociaux de production d'un panier de biens et de services à contenu constant, donc ils diminuent. Il y a des économies d'échelle liées au travail. Pour déceler l'erreur inhérente à ce paradoxe, il faut reconnaître que notre raisonnement est biaisé. Certes, l'énergie du système augmente, mais le coût de sa production, à savoir le coût du travail, eh bien, il diminue. Le coût énergétique des activités par habitant augmente, mais le coût du travail nécessaire à la production de cette énergie diminue suffisamment pour abaisser le coût moyen du travail par habitant. Donc c'est aussi dans son livre « Alors vous voulez tout savoir sur l'économie ». Donc en d'autres termes, le pouvoir productif du travail des individus doit être augmenté pour qu'il y ait besoin de moins de travail, de moins d'efforts pour produire la même chose, ou même, voire pour produire plus de choses avec moins d'efforts. Et considérons un exemple pour comprendre. Considérons l'impact de l'introduction d'une nouvelle technologie dans un secteur comme l'agriculture, par exemple. Prenons l'exemple d'un agriculteur qui vend du maïs ou du blé. Il travaille avec un cheval ou un bœuf et une charrue. Quelle quantité cet agriculteur peut-il produire par jour?
ou par an. Combien de personnes peut-il nourrir, cet agriculteur? Peut-être au-delà de sa famille, un peu au-delà de sa famille, mais peut-être pas beaucoup, selon la taille de son exploitation. Donc imaginez maintenant l'agriculteur moderne, celui que mon ami Bob Baker appelle l'agriculteur astronaute, équipé de tracteurs modernes et de matériel de pointe. Et il y a donc des tracteurs absolument énormes maintenant. Il y a même des tracteurs autonomes qui sont guidés par GPS, disposant d'une cartographie précise du champ au centimètre carré et capable d'ajuster avec précision les quantités de semences et d'engrais nécessaires en fonction des besoins spécifiques de chaque parcelle. Quelle quantité supplémentaire cet agriculteur pourrait-il produire par jour ou par an? Quel est le coût de cet agriculteur par rapport au premier? À quel point donc est-ce qu'il est plus cher? Il est extrêmement plus cher que le premier. Tous ces équipements sont extrêmement plus chers par rapport au premier agriculteur. Cependant, le gain de production compense largement le surcoût. Et on n'a pas changé la personne, ça peut être la même personne qui passe à ces technologies. Donc cela va au-delà des coûts supplémentaires. Comment est-ce que le fermier a-t-il pu accomplir cela? Aucun animal ne peut le faire. L'application de la technologie d'une machine qui est une si vous pensez à une machine en termes de géologie, quelque chose de géologique, une machine, c'est vraiment quelque chose d'unique, c'est un minéral vraiment spécifique, c'est un assemblage de matériaux et d'énergie, de génération d'énergie qui qui pour la plupart n'auraient pas été disponibles sur Terre, qui ont été créés ou certains qui y étaient déjà, mais qui ont été assemblés d'une façon, unique. Et c'est un exemple comme un fossile, une expression de quelque chose d'autre, ce qu'on voit, ce tracteur. C'est l'expression, de la pensée. C'est une mise en application d'une découverte de principe que l'être humain peut mettre, en application, donc peut mettre ses principes découverts en ces découvertes valides sont générés au sein de l'esprit humain et mis en application dans le monde réel. Et cela correspond de manière très proche à la façon dont l'univers fonctionne. Donc, sa pensée qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de poids, eh bien, qui a un effet physique très, très fort. Nous avons pu ainsi réorganiser notre planète dans un état très organisé et je pense que nous commençons uniquement donc dans le sens de la noosphère. Donc, de ce point de vue, comment devrions-nous mesurer la valeur dans une économie? Je vais ne pas le prendre en soi aujourd'hui, mais Lyndon LaRouche a écrit vraiment énormément d'écrits là-dessus et qui se moque de la comptabilité financière. L'idée que l'argent soit un reflet de la valeur dans l'économie. Il a dit de nombreuses fois, l'argent est un idiot. L'argent ne sait pas où il doit aller, il ne sait pas quoi faire. Donc, qu'est-ce que nous mesurons, comment nous mesurons la valeur réellement dans une économie? Donc, Larouche a dit, prenez l'idée de ce qu'il appelle le potentiel de densité démographique relatif. Le potentiel de densité démographique relatif, c'est le nombre maximal d'habitants qui pourraient être accueillis sur une surface donnée, compte tenu du niveau technologique actuel et des améliorations apportées au territoire par la population.
Donc, ce n'est pas une population forcément existante, mais quel est le potentiel? Combien d'habitants pourrions-nous soutenir, pourrions-nous faire vivre? Jusqu'à combien d'habitants avec les technologies que nous avons? Et donc, si l'on appliquait les technologies actuelles à une certaine surface, avec notamment les infrastructures, la production, et cetera, quelle serait la population maximale qui pourrait y vivre? Et donc ça ne suffit pas encore. La mesure donc, pour mesurer le potentiel de densité démographique relatif dans une économie saine, non seulement ce potentiel de densité démographique relatif augmente, mais son taux de croissance s'accélère également. S Son taux de croissance, non seulement donc il augmente ce potentiel, démographique, le potentiel de densité démographique, mais en plus son taux de croissance s'accélère et c'est une économie donc négantropique. Et Larouche nous dit, par conséquent, pour déterminer la performance d'une économie, il nous faut mesurer le taux relatif de négantropie, l'anti-entropie, généré par habitant. La valeur économique ne se mesure correctement qu'en termes de négantropie par habitant. Donc c'est la bonne mesure. Il s'agit là de la mesure adéquate de l'accroissement de la noosphère, reflet de l'activité naturelle de l'humanité. Et quand nous agissons ainsi, quand nous agissons d'une façon qui correspond à cela, eh bien, nous sommes récompensés et je dirais l'univers nous remercie. Il nous remercie en quelque sorte en nous donnant la possibilité de subvenir aux besoins de plus de gens, d'un plus grand nombre de personnes, de leur offrir un niveau de vie supérieur, d'avoir une vie plus longue et donc en meilleure santé qu'aujourd'hui. Donc, nous devons comprendre que la source de la richesse, la source du progrès dans une économie est la chose est la plus importante, le produit le plus important d'une économie, ce sont les gens. Il il faut créer plus d'esprits humains créatifs et je dirais que nous avons 8,5 milliards de gens sur la planète aujourd'hui et nous sommes sous-alimentés pourtant. En 1988 ou 86, elle n'est pas certaine, Larouche a dit: «Si nous appliquons toutes les technologies disponibles, même qui étaient disponibles dans les années 60, encore avant qu'il ait dit cela, à l'économie d'aujourd'hui, nous pourrions soutenir 100 mi 100 000 d'habitants, même plus, si 100 000 d'habitants, c'est ça. Mais ces technologies ne sont pas appliquées, pas utilisées. Je suis fermement convaincu et depuis longtemps que si les nations, que si les politiques, heu, adoptaient ces politiques et il y a beaucoup d'efforts des nations du Sud global, la Russie, la Chine jouent un rôle, de leadership très important, tel que aussi également les BRICS jouent un rôle important, l'Organisation de coopération de Shanghai. Eh ben, il faut, étudier, il faut que toutes les nations adoptent, étudient les pensées de Larouche. Si ces découvertes étaient utilisées pour, déterminer la politique internationale, pour déterminer, un nouvel ordre économique mondial, je pense que nous pouvons, faire en sorte que notre espèce aille vraiment de l'avant. Nous pouvons nous assurer que nous, les générations actuelles, que quand nous allons mourir, nous pourrons être sûrs que les générations suivantes pourront accomplir plus que nous avons accompli. Car en utilisant ces idées, nous pourrons éradiquer la pauvreté, complètement éradiquer la pauvreté en une génération ou 2 et mettre en place des politiques économiques internationales telles que la science de Lyndon LaRouche et de Vernadsky, la science de la noosphère. Nous pouvons assurer que si cela continuons, nous pourrons avoir un progrès à peu près perpétuel de l'espèce humaine. Et ce que cela veut dire, c'est que la noosphère ne va pas être limitée à la Terre pendant longtemps, mais que bientôt, nous allons pouvoir aller dans d'autres parties de notre système solaire et dans notre galaxie que nous commençons à peine à explorer. C'était ce que je voulais mettre sur la table
Je vais m'arrêter là. C'est à vous de jouer maintenant. C'est à vous de vous approprier la science de Vernadsky et de Larouche et de l'intégrer dans vos universités. Vous devez étudier ces belles universités. Vous devez connaître la chose puissante que nous pouvons faire aujourd'hui, le rôle que nous pouvons avoir. Aujourd'hui, nous avons cette chance de pouvoir jouer un rôle important en tant que votre génération peut jouer un rôle très important pour créer un nouveau paradigme. C'est une chance de vivre dans cette époque. Et donc nous pouvons, créer une renaissance sans fin. Nous pouvons faire en sorte que l'humanité arrive à un nouvel état, à un nouveau niveau où on ne va pas avoir, une montée, un effondrement, une montée, un effondrement, nous pouvons avoir un progrès perpétuel, une renaissance sans fin. Donc c'est ce que je voulais dire pour